Bonjour à tous. Bienvenue au Paris Air Lab. Ici, c'est le temple de l'innovation au Salon du Bourget. C'est ici que l'innovation est en train de se créer, en tout cas, qu'elle est en train de se montrer. Vous avez les turbofans, vous avez des ailes pliables, vous avez ici les carburants durables qui sont juste ici. Énormément de choses à apprendre. Le temple de l'innovation. Et vous savez que de plus en plus, l'innovation, elle vient de la transdisciplinarité. C'est quoi la transdisciplinarité? C'est qu'on fait se rencontrer des disciplines différentes, des gens qui ne se parlaient pas autrefois, on les fait se parler. Et bien ici, sur cette scène, ce qu'on aime beaucoup faire au Paris Air Lab, c'est organiser des rencontres presque chimiques. On va mettre des réactifs ensemble, des personnes qui d'habitude ne se parlent pas, et on voit quel genre de fumée va sortir, quel genre de transmutation on va organiser. On en a eu beaucoup comme ça. On en a créé une pour vous, une de ces rencontres. Maintenant, c'est une sorte d'expérience de chimie humaine qu'on va faire avec vous, avec d'une part un homme de l'air, le leader de la patrouille de France, et puis un homme de l'espace, 3 fois astronaute. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Aurélien Declercq et Jean-François Clairvoy. Installez-vous, je vous en prie. Et puis alors, l'un de vous n'est pas venu seul. C'est Aurélien Declercq qui est arrivé aussi, avec toute la patrouille de France qui est là. Venez vous installer là, devant. Installez-vous, messieurs. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous, et moi-même, Paul Debrem, animateur d'événements scientifiques et techniques, et ravi d'être avec vous pour cette séquence qui s'intitule « L'aérospatiale, une aventure collective ». On a envie de parler du caractère collectif de vos activités. Jean-François Clairvoy, donc 3 fois astronaute, et Aurélien Declercq, leader de la Patrouille de France. Alors la Patrouille de France, qui est là présente, va bientôt devoir nous quitter. Hein. Ils sont là juste 10 minutes pour notre plus grand plaisir. On va les entendre dans une seconde. Est-ce que vous voulez quand même nous dire un mot justement de cette notion du collectif au sein de la Patrouille de France? C'est une notion essentielle. Merci. C'est le 4-2. 4-2. 4-2. Voilà, micro c'est bon. 4-2. Merci beaucoup, merci monsieur Lebrun. Bonjour à tous, merci, bienvenue, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Effectivement, le collectif à la Patrouille de France, ça prend tout son sens, puisque des avions qui font de la voltige seuls, vous en voyez plein. 8 avions qui font de la voltige ensemble, eh bien, il n'y a qu'une équipe dans le monde qui le fait, et c'est la Patrouille de France. Ce collectif... Il y a une seule équipe dans le monde qui le fait? À 8. À 8, d'accord. Les autres, ils le font à combien? 4, 5, 9. Ah oui, c'est vrai. Ah d'accord. On est en tout cas la seule patrouille en France à faire de la voltige sur avion à réaction, c'est la Patrouille de France. C'est la Patrouille de France. Voilà, Et ce que vous venez voir, vous, public, au moment où vous venez voir la Patrouille de France évoluer, c'est cette capacité à voler tous ensemble et à être ensemble au quotidien et à effectuer ce vol en symbiose. Au moment en particulier où ce qu'on appelle nous le ruban, les 8 avions ne semblent faire qu'un et tous les avions évoluent ensemble. Et si on arrive à évoluer comme ça et à avoir l'impression que les avions sont reliés les uns aux autres pendant nos évolutions, c'est parce qu'on se prépare tout l'hiver et on se prépare aussi psychologiquement avant chaque vol. C'est ce qu'on appelle la musique de la Patrouille de France, vous en parliez tout à l'heure, avec chacun des équipiers qui va, au son de ma voix, commencer à préparer le positionnement de son avion pour pouvoir effectuer le virage tous ensemble. Donc les équipiers n'attendent pas que l'avion du leader bouge pour évoluer. C'est vraiment quelque chose qui se fait par anticipation, de façon collective, pour le rendu final. Donc on voit bien cette notion du collectif, et vous, ce que vous essayez de créer, c'est justement cette impression d'une espèce d'un tout organique, comme un corps indépendant, et puis voilà, qui va se séparer, mais qui va se retrouver un peu comme par magie. On va profiter de votre présence quand même pour que vous vous présentiez, que vous nous disiez chacun de vous, votre nom, votre grade. Eh bien, bonjour à tous, je suis le capitaine Godet Nicolas, Athos 2 et intérieur droit de la Patrouille de France. Vous pouvez me voir à l'image, l'avion rouge qui représente ma position, donc juste à droite du leader. Excellent. Est-ce que je peux vous demander à chacun de vous de vous lever
Et puis voilà, vous tournez vers le public. Allez-y, continuez. Bonjour à... Bonjour à tous, je suis le capitaine 3, Athos 3, la garde rapprochée du leader en première année Patrouille de France 2023, donc juste sur la gauche du leader. Et bonjour à tous, je suis le commandant de corps, je suis le charognard Athos 4. Et moi, j'ai vocation à apprendre pendant toute cette année derrière mon leader et à lui succéder l'année prochaine. Bonjour à tous, je suis le capitaine Cédric Olivier, Athos 5, donc arrière gauche sur le diamant de base de la formation. Bonjour à tous, je suis le capitaine Klein, je suis le second solo, c'est ma deuxième année au sein de la Patrouille de France. Et comme tous mes collègues, eh bien, je suis pilote de chasse au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Bonjour à tous, je suis le capitaine Grégory Léopold Mesguer, je suis Athos 7, l'équipier extérieur gauche, donc tout à gauche de la formation. Bonjour à toutes et à tous, je suis le capitaine Younes Samara, extérieur droit, Athos 8, donc tout à droite de la formation. Et pour rebondir sur ce qu'Aurélien, notre leader, disait, tous les deux on a la particularité de ne pas le voir quand on vole en formation de diamant, on ne le voit pas, donc le seul lien qu'on a avec lui c'est sa voix. Donc quand il faisait qu'on agit sans le regarder, c'est au sens littéral du terme. Bonjour, capitaine Romain Le Seigneur. Donc moi je suis dans ma 5e année à Patrouille de France, je suis le pilote remplaçant. J'ai pour vocation à être le point central majoritairement au profit de la patrouille, donc assurer leur sécurité et au besoin pouvoir remplacer les équipiers. Alors, Aurélien Declercq a très envie qu'on fasse une petite photo de famille. Alors, si vous voulez bien rester en bas, vous rapprochez les uns les autres. Monsieur, c'est vous qui êtes le photographe? Il faudrait que vous mettiez là, du coup, non? Je sais pas, ou c'est vous qui décidez? Avec Jean-François Clairvoy? Bah, où est-ce que vous êtes, Jean-François Clairvoy, là? Il faut venir, là, à côté d'Aurélien Declercq. Ah, mais il y a quelques photos qui se prennent, là. Bravo, merci beaucoup. Vous parliez du collectif tout à l'heure, et la force de la Patrouille de France, c'est aussi le grand respect qu'il y a de chacun les uns envers les autres, puisque chaque pilote titulaire est vraiment le spécialiste à son poste. On a la chance en France d'avoir au sein de notre patrouille un pilote remplaçant qui peut prendre la place de n'importe quel équipier. Néanmoins, l'expert à chaque poste, ça reste le pilote en question. Donc on a évidemment un système avec les troisième années qui peuvent donner des conseils, les troisième années qui vont donner des conseils aux deuxième, aux premières années, etc. Mais l'expert au sein de chaque poste, ça reste le pilote en question. Et c'est aussi ce qui fait la force de ce collectif, c'est de se dire, bah, voilà, on a une mission, on va aller chercher la mission ensemble, qui est de faire rayonner l'armée de l'air et la France à l'international. Et cette mission, elle est faite par 8 personnes, 9 personnes avec le remplaçant, pour vraiment essayer de faire exceller les ailes françaises. Alors, on va bien voir avec ce collectif que vous formez un seul groupe. Néanmoins, chacun a sa place. Et alors, il y a le leader qui a une place un peu particulière quand même. Et puis, il y a le charognard. Alors, le charognard, il est où, le charognard? Ah, ben c'est vous. Attendez, parce qu'on m'a enlevé un micro. Ah non, le voilà. Ah, ben c'est vous, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que le charognard? Ah, attendez, c'est moi qui ne l'ai pas ouvert. S'il est ouvert, c'est le... Ah oui, il n'a pas de numéro, celui-là. Allez-y. Oui. Alors, le charognard, il a une place particulière. Il ne faut pas être claustro. Je suis complètement encadré dans la patrouille, en plein milieu. Et en vérité, moi, je suis juste derrière le leader en permanence, à des distances plus ou moins proches. Et l'objectif pour moi, est d'appréhender toutes ces trajectoires au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire, appréhender? Eh bien, appréhender, vraiment, c'est au fil de cette année, je vais commencer vraiment à avoir le geste du leader. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez devenir leader l'année prochaine. Et l'objectif, c'est l'année prochaine de devenir leader, effectivement.
Parce qu'il y a le leader et le charognard, donc à chaque fois, ça ne dure que 2 ans. Hein. On est 1 an charognard, 1 an leader, et ensuite on part vers d'autres cieux. Alors à la patrouille de France, on n'est que de passage, effectivement. L'institution reste, mais les pilotes passent. Et pour notre profil, effectivement, nous restons que 2 ans à la patrouille de France. Parfait, on comprend mieux les choses. Je m'étais engagé à ce qu'on vous libère. Vous êtes libérés. Merci infiniment à tous d'avoir été avec nous. Et on vous retrouve à 14h45. On pensera à vous, à vos visages souriants. À plus tard. Alors, il y a Jean-François Clairvoy. On a fait tout un petit moment sur la patrouille de France, mais on a envie de vous entendre, vous aussi. Est-ce que vous voulez nous parler de vous, Jean-François Clairvoy? Donc, je le disais, 3 fois astronaute. Nous décrire un peu qui vous êtes, et puis peut-être réagir à ce qui vient de se passer. Alors, je fais partie du 2e groupe d'astronautes français sélectionnés en 85. Je suis un des rares qui soit resté actif jusqu'à l'âge de la retraite, donc j'ai le record d'emploi dans la fonction pendant plus de 33 ans. Et donc j'ai 3 vols à mon actif à bord de ce qu'on appelle la navette spatiale américaine. Alors plusieurs d'entre vous l'ont jamais vue. Elle est venue au Bourget d'ailleurs à une époque. Ah oui. C'est un vaisseau qui a 2 caractéristiques. Il transporte à la fois l'équipage et sa cargaison dans un même vaisseau. Donc il est énorme. C'est la taille d'un avion de ligne. Et la 2e caractéristique, c'est qu'il se pose... Un avion de ligne qui va dans l'espace. Voilà. Et la 2e caractéristique, c'est qu'au retour, il se pose comme un avion sur une piste, mais sans moteur. C'est que du plané depuis qu'on a freiné la vitesse en orbite. Et c'est un très mauvais planeur. Donc, on ne peut pas remettre les gaz. Parfois, les mauvais planeurs, on les appelle des fers à repasser. Oui, c'est Finesse 1. Alors, je ne sais pas si ça vous parle en subsonique, mais c'est une expérience fantastique. Après, j'étais responsable, en tant qu'astronaute, du vaisseau ravitailleur de l'ISS, version européenne. La Station spatiale internationale. Voilà. Donc, j'étais le senior advisor astronaute d'un vaisseau de 21 tonnes lancé par Ariane 5 depuis la Guyane et qui en automatique, en mode autonome, rejoint l'ISS surveillé par l'équipage qui a des commandes à distance pour l'arrêter, bien sûr. Et j'ai créé il y a plus de 33 ans, avec Jean-Pierre Ignoré, ce qu'on appelle les vols que j'ai baptisés à l'époque 0G, c'est devenu le terme générique. Je vais vous en parler, des vols en apesanteur. Voilà. Et puis, Alors, il y a une petite présentation, est-ce que vous voudriez nous la faire oui, maintenant? D'accord, quelques petits mots. Voilà, je vais vous commenter en moins de 5 minutes. Alors, vous avez parcours. vous avez vos slides. Alors, qui passent ici. Voilà un décollage de navette. C'est comme un avion qui pointe le nez vers le haut, donc on repose sur le dos. On allume d'abord les moteurs à oxygène, hydrogène liquide. S'ils sont bien allumés, on allume la poudre. 10 tonnes de poudre par seconde. La puissance mécanique, c'est 45 gigawatts, c'est-à-dire ça pourrait satisfaire la demande en électricité de la France entière, tout utilisateur confondu. C'est une débauche d'énergie colossale. Alors, au bout d'1 minute, on atteint la vitesse du son. Au bout de 2 minutes, on est dans l'espace à 5 fois la vitesse du son. Et dès qu'on est dans l'espace, on incline la trajectoire et on accélère jusqu'à atteindre la vitesse de 28 000 km à l'heure. C'est environ 25 fois la vitesse du son. Le tout prend 8 minutes et demie. En 8 minutes et demie, on est en orbite, on éteint les moteurs et on est en orbite pour toujours jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour revenir. La suivante. Alors maintenant, c'est une image à quoi ressemble la Terre vue depuis son orbite à 28 000 km à l'heure. Donc là, ce sont surtout des visions nocturnes. Le tout petit liseré bleu que vous voyez à l'horizon, c'est l'atmosphère. Et au-dessus, la zone assez épaisse, verte, c'est une zone d'activité électrique de notre planète. C'est l'interaction du vent solaire avec le champ magnétique. Les aurores boréales. Voilà. En fait, on fait le tour de la Terre 16 fois par jour, donc on envoie du monde. Alors quand c'est les lumières des villes, c'est les personnes habitées. Alors la suivante, là c'est la vue de mon bureau lors de mon premier vol spatial. Donc la navette spatiale Atlantis, on est sur une orbite très inclinée par rapport à l'équateur. Ça c'est un truc un peu technique, mais c'est important pour la vue de la Terre. Et on volait sur le dos quasiment tout le temps. Alors pas sur cette photo. Donc c'était dédié à l'étude de l'atmosphère. La suivante, là c'est mon deuxième vol, ravitailler la station spatiale russe Mir. Mir en russe, ça veut dire monde, et c'est aussi un mot qui est utilisé pour dire la paix. Et on a ravitaillé, on a amené 4 tonnes de matériel. Voilà, c'était une mission pour les hommes et les femmes, je dirais. La suivante, voilà la vue de mon bureau lors de mon 3e vol, au cours duquel j'ai eu une petite expérience de patrouille serrée, puisque la navette s'approche du télescope qui est déjà dans l'espace à 28 000 km/h, et quand il est assez proche,
je prends les commandes du bras robotique et là, on me demande de faire de la patrouille serrée avec le télescope il était mort. C'était une mission de sauvetage. Donc, on m'a dit, on ne sait pas dans quelle orientation il sera. Il faudra que tu le suives en rotation, en translation pour le capturer. Voilà, donc tout ça à 28 000 km/h. Mais on est tout seul. On n'a pas à coordonner 8 pilotes comme dans la patrouille de France. Donc, ce n'est pas aussi compliqué, mais on n'a pas droit à l'erreur exactement comme dans la patrouille de France. La suivante. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière Oui. Juste une petite seconde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette énorme forme tubulaire là, qui monte vers le ciel, c'est le télescope Hubble. C'est le télescope C'est spatial lui que Hubble. vous êtes allé sauver. Et on voit cette espèce d'énorme bras robot blanc. Ben ça, c'est vous qui Voilà, le je pilotez. pilote de l'intérieur. J'ai 2 manches de pilotage. Je peux faire des 3 rotations, les 3 translations. Et sur le l'ai bras fixé dans tout au bout, on voit qu'il y a un astronaute. Voilà, j'ai fixé le télescope sur un berceau. Je suis allé chercher un cale-pied avec le bras. J'ai mis le cale-pied devant le sas et le premier collègue qui sort en scaphandre, il fixe les pieds dans le cale-pied et je suis son chauffeur pendant 9 heures d'affilée. Dans le dure télescope, 9 derrière, dehors, pour réparer tout ce qui était cassé. Voilà. La suivante. Là, c'est juste pour vous montrer que quand on est dans l'espace, on cherche des analogues. Donc là, c'est sous l'eau. Je teste un scaphandre d'exploration de la Lune. La suivante. Là, c'est à Rio Tinto, en Espagne. C'est un analogue martien. C'est la poussière aussi fine, aussi acide que sur Mars. Et c'est là qu'on teste des équipements spatiaux. La suivante. Là, c'est les vols 0G, donc avec la nouvelle pâture. Et je vais vous expliquer sur la petite vidéo qui suit maintenant. Allez-y, lancez la vidéo. Avec le son. Avec le son. Démarrer la ressource. Voilà, l'avion cabre sa trajectoire pour incliner son vecteur vitesse jusqu'à environ 50 degrés. Et lorsqu'on atteindra environ 50 degrés, l'avion démarrera sa phase balistique. On se sent peser 2 fois notre poids. Regardez la balle qui redescend très vite. On a l'impression que le temps est accéléré. 40 degrés. Injection. Nous rentrons dans la phase balistique d'apesanteur, dite parfois de microgravité, mais c'est l'absence d'effet de l'attraction gravitationnelle terrestre auquel on est toujours soumis pendant cette phase balistique. Et les chercheurs autour de moi travaillent sur leurs expériences en chimie, en physique, en médecine. Il y a une quinzaine d'expériences dans l'avion. Par Voilà. exemple, nous avons Merci. ici une On expérience. peut passer à la Voilà. diapositive suivante. Voilà, c'est 2 livres. Alors, si ça vous intéresse, tous les droits sont reversés à une association de protection de l'océan. Un livre d'histoire qui est très imagé. Et puis après, un livre d'entretien qui... C'est toutes les réponses et questions qu'on a envie de poser à un astronaute. Voilà. La suivante, peut-être, s'il y en a une, je ne sais plus. Non, voilà. On est arrivé au bout. Bravo Jean-François Clairvoy. Alors, on parlait de la force du collectif. Là, j'imagine qu'il y a des moments où vous vous retrouvez en équipage. Vous êtes quoi, une petite dizaine dans la navette? Alors, dans la navette, c'est jusqu'à 8 maximum, la plupart du temps 6 ou 7. Mais alors, c'est les mêmes lois du collectif. Voilà, c'est le ça. but commun et la confiance mutuelle. Mais la différence, c'est que on inclut la machine dans le collectif. Mais c'est pareil, vous faites corps avec la machine. Vous avez oublié de mentionner que dans le collectif, il y a la machine elle-même que vous devez, avec laquelle vous faites corps, en fait. Et puis, très important, ce qui a permis de ne pas perdre un seul astronaute dans l'espace. Les 4 équipages qu'on a perdus, c'est dans l'atmosphère, à la montée ou à la rentrée. Mais on a toujours sauvé des astronautes qui ont connu les pires catastrophes en orbite grâce à un collectif au sol. Donc il y a une grande connexion entre nous à bord, avec notre machine, et entre nous, et avec l'expertise au sol qui a sauvé les feux catastrophiques dans Mir, une autre fois une fuite qui a fait Mir, perdre... la station Mir, il y a eu un Mir. incendie. La station Un orbitale mois Mir. après notre décollage, une grosse collision, une grosse fuite d'air. Ils ont perdu un tiers de l'atmosphère quand même. Hein. Qui s'est échappé dans l'espace. Apollo 13, vous vous souvenez Apollo 13? Perte totale d'électricité, d'oxygène. Donc ça, c'est un véhicule pour les plus jeunes d'entre nous. Hein, qui allait vers la Lune. Voilà, Oui. c'est une mission qui allait vers la Lune. Et en allant vers la Lune, il y a eu une Donc catastrophe pour à bord. revenir, ils n'avaient que l'oxygène du module lunaire qui était encore attaché par chance et des petites batteries pour 15 minutes. Mais donc ils éteignaient tout et de temps en temps ils rallumaient juste pour activer un moteur. Et ils sont revenus sains et saufs. Donc le centre de contrôle au sol, je dirais c'est presque le rôle du leader de la PAF. C'est l'autorité numéro 1 dans une mission spatiale, c'est le directeur de vol. Et le commandant de bord de notre vaisseau a autorité par délégation si on perd les communications. J'ai une petite anecdote concernant le collectif à la patrouille de France.
Je me retourne vers les plus jeunes. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez combien il y a de vols de sélection pour intégrer la patrouille de France? Un vol de sélection, ça veut dire combien il faut avoir fait de vols? Combien, si je postule à la patrouille de quand on France, postule. quand je postule à la patrouille de France, combien de fois les membres de la patrouille de France me font voler? Combien de vols évalués est-ce que j'ai fait pour intégrer la patrouille de France? Je pense que j'ai une idée. Est-ce que vous avez une idée? 100, dit monsieur. 100 vols pour vous Monsieur, évaluer. Un seul? Un seul. Zéro. Zéro. Aucun vol. Zéro vol de sélection. Exactement. C'est quoi cette histoire de fou? Tout est basé sur le collectif. On a évidemment besoin de passer nos qualifications en escadron de combat sur Mirage 2000, sur Rafale. Il n'y a aucun vol de sélection sur Alpha Jet. Donc vous êtes déjà des super pilotes On a de déjà combat. toutes les qualifications vous êtes déjà allés de sur pilote le de terrain. combat, Vous avez été dans des missions militaires effectives. Et pour intégrer la patrouille de France, tout est basé sur l'humain et sur la capacité à intégrer une équipe pour faire partie des 9 pilotes de la patrouille de France de l'année suivante. C'est-à-dire qu'on sait que techniquement vous êtes capable, mais ce qu'on veut, c'est créer un groupe. Le plus dur, c'est de créer le groupe. Voilà. Tu Et donc, diras, ce sur quoi on vous juge, ouais. Pour être sélectionné astronaute, on nous évalue sur 0 vol avant. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à celle-là, c'est vrai. Mais non, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on suggère, enfin, on pense que techniquement, vous êtes totalement capable. Du point de vue de pilotage, c'est pas le problème. Le sujet, c'est est-ce qu'on est capable de faire corps, quoi, finalement, c'est ça. Exactement. Et alors, il y a un mot très, très important qui est le mot de cooptation. C'est-à-dire que quand vous êtes sélectionné par cooptation. Qu'est-ce que c'est la cooptation? C'est juste le fait que les gens qui sont dans la patrouille peuvent dire ah ben cette personne, j'ai bossé avec elle, ce pilote, j'ai bossé avec lui, eh ben ce serait bien s'il venait dans la patrouille. C'est-à-dire on se connaît et on se fait confiance, quoi, c'est ça? On se connaît, on se fait confiance. On ne peut pas non plus se permettre d'amener son copain à la patrouille de France. C'est vraiment le groupe qui décide. Et tout est remis à plat sur les journées de sélection, où on voit le comportement de la personne, on discute avec elle, on voit si le caractère va pouvoir s'intégrer à l'équipe l'année suivante. Le caractère, c'est-à-dire la personnalité, quoi. La personnalité, exactement. On peut ne pas être pris une année, et vu que l'équipe est renouvelée de 30% tous les ans, eh bien, on revient 2 ans après. Il n'y a plus personne qui a voté pour ou contre la personne en question. Le candidat en question n'est encore présente. Tout le monde a été renouvelé, et évidemment, le groupe change. La combinaison bleue reste, la patrouille de France reste, mais le groupe change. Le collectif est au service de l'institution, mais le relais se passe chaque année. Cooptation, c'est étonnant ça, non, Jean-François Clairvoy? Parce que Non, je pensais à ça pour les astronautes, c'est pas du tout comme ça qu'on les sélectionne. En fait, on peut faire le parallèle puisque dans l'étape dite psychologique, le profil du candidat, son caractère, sa capacité à travailler en groupe, son aptitude à travailler avec des personnes de différentes cultures, c'est évalué par un jury de 4 personnes. C'est la première fois que les candidats astronautes font face à un jury de personnes physiques. Et dans ce jury de 4 personnes, il y a 2 psychologues, un responsable des ressources humaines, parce que c'est quand même à la clé un emploi, et il y a toujours un astronaute. Et l'astronaute, il évalue et il s'exprime sur cette personne, je la prends avec moi dans mon équipage n'importe quand. Et l'importance, enfin, l'avis de l'astronaute compte beaucoup. Donc, on fait appel aux seniors, à ceux qui sont expérimentés, pour donner un avis du point de vue astronaute sur celui qui va éventuellement voler avec lui ou voler dans l'espace, en tout cas. Donc, j'étais jury de la sélection de la promo 2009, dont fait partie Thomas Pesquet, qui lui-même était jury de la sélection qui s'est terminée en novembre dernier. Donc, c'est important, de façon générale. Ceux qui ont l'expérience, ils ont le devoir de servir le transfert d'expérience aux autres. Exactement le leader au charognard. Voilà. Dans toutes les activités, c'est comme ça. C'est très important de savoir transmettre l'expérience. Il y a différentes façons. J'avoue que celle du charognard, c'est un peu particulier parce qu'il est dans le derrière. Il faut rappeler ce que c'est que le charognard pour ceux qui n'étaient pas là au début. Le charognard, alors vous êtes rappelé. C'est le numéro 4, le numéro 4 de la patrouille de France, le charognard qui est vraiment dans les fumées du leader en permanence et qui est prêt à bondir et à prendre sa place l'année suivante. C'est-à-dire le charognard, il est programmé pour devenir le leader de la patrouille de France l'année suivante. Exactement. On est recruté il y a 2 cursus de recrutement à la patrouille de France et quand on est recruté en tant que charognard, on sait que l'année suivante, on sera leader. Il y a éventuellement la vidéo si vous le souhaitez. Oui, on va la regarder bien sûr. Mais donc vous disiez le charognard, oui, c'est un peu dur d'être charognard. Qu'est-ce que vous disiez sur le charognard? Le charognard, il est
il est scruté par le leader et surtout, il est constamment en train d'apprendre. Et il n'est pas à côté de lui, il ne le voit pas face à face, il est derrière. Il est dans les fumées, il est dans les gaz d'échappement des réacteurs. Donc, il y a un aspect confiance, on en a parlé tout à l'heure, et dans l'espace, c'est pareil. Pourquoi je fais ce que je fais? Il faut que tout le monde adhère au même but, mais la confiance, c'est fondamental, et ça s'acquiert en démontrant aux autres et au passage à soi-même qu'on est compétent pour le job qu'on nous a confié. Et c'est pareil, à tout moment, vous devez démontrer que vous êtes bon pour le job qu'on vous a confié. Et puis, il faut pratiquer l'écoute. Si quelqu'un vous donne une critique, il ne faut pas la rejeter. Voilà, l'écoute active, l'écoute généreuse. Qu'est-ce qu'il ou elle, parce que parfois, il y a des femmes dans la patrouille de France, qu'est-ce qu'il ou elle est en train de me dire qui va me permettre de devenir encore plus fort, meilleur. Et ça, c'est valable dans nos métiers où on n'a pas droit à l'erreur. Oui, donc le leader, le charognard, vous n'avez pas arrêté d'utiliser le mot Athos. C'est quoi Athos? Je suis Athos 4, c'est quoi ça? Athos, c'est l'indicatif de la patrouille de France, avec le numéro relié au poste derrière, donc de Athos de 1 à 9. Athos, c'est au sein de l'armée de l'air et de l'espace, chaque unité a son indicatif radio. La patrouille de France a choisi Athos, évidemment en lien avec les mousquetaires, avec le mousquetaire, un pour tous et tous pour un. Et c'est vraiment même au sein de cet indicatif, on voit le collectif, on comprend le collectif de la patrouille de France. Là, vous avez la partie émergée de l'iceberg avec les pilotes en combinaison bleu ciel que vous avez vu. Il y a évidemment aussi un très fort collectif avec la machine, vous en parliez, M. Clairvoy, et avec la partie mécanique, la partie soutien, je pense à la partie communication, etc. Il y a vraiment toute une équipe dont le seul objectif est d'aller rayonner et faire rayonner l'armée de l'air et de l'espace. Et tous ces gens qui restent au sol et qui sont pas en l'air, eux ont toujours le même objectif de réussite de la mission et on se doit aussi de parler d'eux et de réussir la mission pour eux. On va parler évidemment de votre lien avec les mécaniciens, bien sûr. Alors vous avez préparé un petit film qu'on peut peut-être montrer, que vous pouvez peut-être commenter pour parler de vous, nous dire qui vous êtes. Je crois qu'il y a un petit peu de musique que vous pouvez mettre également en fond sonore, puisque je pense que comme toute aventure aéronautique et aérospatiale, la patrouille de France doit aussi susciter des vocations et faire rêver. Ça passe aussi par la magie du vol et la magie du son. Et l'objectif étant de vous emporter quelques instants au travers de ces images. Là, vous vivez un petit peu ce que vit le numéro 4, dont il parlait tout à l'heure. Il ne faut pas être claustrophobe. Il est encadré par tous les équipiers. Là, c'est un défilé à l'arrière de l'A400M. Donc je crois que c'est le défilé au-dessus des 24 heures du Mans. Ah, et le manche, vous êtes en permanence en train d'ajuster avec le manche à balai. Exactement, ça doit apparaître comme un balai aérien et c'est un petit peu un combat au sein de chaque cockpit. Là, ce sont des images qui sont prises depuis le Rafale qui est venu aussi faire un défilé avec nous. C'était à Poitiers au profit de la recherche contre le cancer. Là, vous avez des images à l'intérieur des avions au moment des éclatements et la figure qu'on appelle le Big Bang. Et voilà, ça c'est la deuxième partie de la mission qui est le rayonnement et aller à la rencontre du public pour aussi générer susciter des vocations et générer auprès de chacun et surtout des plus jeunes l'envie de se dépasser pour une cause noble, la défense, défendre les valeurs de notre pays. Et ça passe aussi par des échanges au quotidien avec les plus jeunes générations. La Patrouille de France a fêté cette année ses 70 ans. Ça a été l'occasion d'un grand meeting aérien au profit des œuvres sociales des armées. Grand meeting qui a eu lieu à Salon de Provence où on a pu inviter des patrouilles étrangères. Et il y a eu un vol notamment avec un avion de chaque patrouille étrangère qui est aussi une belle réussite collective de pouvoir faire voler ensemble à proximité les uns des autres 9 avions qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Mais l'aéronautique dépasse les frontières et à partir du moment où c'est bien briefé, bien expliqué, tout le monde peut
tout le monde peut, sans entraînement, faire un vol conjoint. Et cette image, elle est très belle. C'est ce que voit l'arrière de mon avion à chaque éclatement final. Vous en verrez un tout à l'heure, l'éclatement final au-dessus du Bourget. Et figure emblématique de l'année avec le 70 pour les 70 ans de la patrouille de France. Dessinez le chiffre 70, le nombre 70 dans le ciel. Exactement. Parce que ce sont les 70 ans de la patrouille de France cette année. Je vous invite à venir voir le 70 à 14h45 aujourd'hui au-dessus du Bourget. Ça, c'est sûr. Ça, vous inquiétez pas. On sera là. Vous pouvez compter sur nous. Table ronde. Voilà. Oui, on a vraiment une discussion super ouverte. Puis la discussion, elle est ouverte à vous aussi. Donc, si vous avez envie de discuter directement avec Jean-François Clairvoy ou avec Aurélien Declercq, c'est le moment. Je viens à vous, je vous passe le micro, vous pouvez discuter directement, vous levez la main, et moi, je viens à vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est maintenant, c'est plus tard, c'est quand on veut. Mademoiselle. Alors, merci beaucoup de proposer la première question. Et puis, vous êtes une femme. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de femmes, mais vous savez qu'il y a des femmes dans la patrouille de France. Hein. Puis, il y a des femmes dans l'espace aussi. Hein. Alors, on vous écoute. Bonjour à vous deux. Déjà, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Et j'avais une question pour vous. C'était par rapport à la communication avec le sol. J'aimerais savoir comment on va relier. Parce que nous, ici, on utilise le Wi-Fi ou les réseaux. Est-ce que ça se passe pareil quand on communique à plusieurs kilomètres de distance, quoi ? On communique par radio. Et lorsqu'on est loin, quand on est de l'autre côté de la Terre par rapport à la base qui est à Houston, par exemple, on utilise des satellites relais. Et les radios, elles voyagent très bien en ligne droite dans le vide. La preuve, c'est que les sondes interplanétaires Voyageur 1 et 2, lancées il y a 46 ans, qui ont toutes les deux quitté le système solaire, qui sont à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre, on converse encore par radio avec elles. Alors, à débit très faible. Mais depuis l'ISS, la Station spatiale internationale, habitée en continu depuis 23 ans, on a un très haut débit continu. Donc, les astronautes regardent les films qu'ils veulent en streaming, appellent leur famille, n'importe quel numéro de téléphone au monde quand ils veulent sans être facturés. Moi, quand je vois un numéro qui ressemble à un appel de Houston, 1-286, il y a quelqu'un qui m'appelle de l'ISS et c'est très clair. Voilà. Donc, la radio. Des radiofréquences, tout simplement, des ondes radio. Madame. Bonjour. Alors, récent. Il a du mal, ce petit micro-là. Attendez, je vous passe le mien. J'avais une question pour vous, l'astronaute, s'il vous plaît. C'était pour savoir quel genre d'études vous avez faites pour devenir astronaute. Alors, la différence entre les pilotes de chasse, pilotes d'essai, pilotes de la PAF et les astronautes, c'est que un pilote de la PAF doit être un excellent pilote. Donc, forcément, on prend des pilotes qui ont suivi une formation. Les astronautes, le métier d'astronaute se rapproche dans le sens où notre métier consiste à être opérateur de machines. Le travail concret d'un astronaute dans l'espace, c'est de faire fonctionner des machines complexes. Le vaisseau, le scaphandre, le bras robotique, toutes sortes d'appareillages scientifiques. Mais on n'a pas besoin d'une agilité et d'une finesse de pilotage identique à celle d'un pilote de la PAF. Donc, on sélectionne dans un éventail très large tous les métiers un peu matheux. Donc, il y a des vulcanologues, des océanographes, des vétérinaires, des chimistes, des physiciens nucléaires, des astrophysiciens, des chirurgiens cardiaques, physiologistes, des biologistes, toutes sortes d'ingénieurs. Il y a des pilotes d'avion de ligne, des pilotes d'hélicoptères, des plongeurs, des sous-mariniers. Vous voyez, c'est très large. Il n'y a pas une formation qui prédispose plus que d'une autre à être astronaute, à condition que ce soit du côté plutôt de ceux qui comprennent, qui font des choses à caractère technique ou mathématique. Voilà. Il n'y a pas encore d'artistes peintres, de juristes ou d'écrivains, mais ça viendra. Mais pour le moment, notre rôle, notre job, c'est de faire fonctionner des machines. Donc, vous devez être bien câblé dans votre tête et votre corps pour faire fonctionner des machines. Voilà, c'est très large. Oui, c'est bon. Bonjour, d'abord je voudrais vous remercier d'être là pour échanger avec nous et je voudrais savoir, une question un peu pour chacun d'entre vous, quel est le plus gros incident que vous ayez eu à gérer en vol ? Je vais commencer parce qu'il sera certainement moins impressionnant qu'un incident. Je pense que le plus impressionnant, c'est d'avoir à gérer des événements météorologiques qui empêchent de faire la mission. Et je pense notamment à
à un moment où j'étais en mission de démonstration de force au-dessus du territoire français. C'est une mission de démonstration de force stratégique, donc liée à l'utilisation de l'arme nucléaire. Et j'étais derrière l'avion ravitailleur qui était censé me donner du carburant. Et en fait, il y avait trop de turbulences pour effectuer le contact. Et en parallèle, au moment où ça s'est calmé, je me suis rapproché du panier ravitailleur. Et là, il y avait des étincelles autour du panier ravitailleur parce que l'atmosphère était très électrique. C'était un vol de nuit. Et en fait, il a fallu essayer de composer, de prendre la décision tous ensemble sur est-ce qu'il vaut mieux annuler la mission, quitte à décrédibiliser la France à l'international, ou est-ce que, eh bien, on prend le risque d'aller chercher du carburant au milieu des étincelles pour pouvoir poursuivre la mission qui ne pouvait pas se poursuivre sans cette prise de carburant. Et moi, j'avais un navigateur derrière moi qui était plus expérimenté que moi, mais c'était à moi d'aller faire le pilotage de contact vers le panier ravitailleur. Et la décision a été prise d'aller au contact du panier, mais c'est toujours, il y a toujours une part, même si la décision se fait collectivement, après il y a toujours une petite part d'incertitude et de challenge et d'ambition. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui dénote la force de l'aéronautique et de l'aérospatiale, c'est cette volonté d'aller plus loin et cette volonté de dépasser ses limites au quotidien pour aller innover, comme ici au Paris Air Lab, ou pour aller rechercher vraiment des défis quotidiens. Alors je dirais, au cours d'une mission, c'est probablement lors de la mission Hubble, c'est pas vraiment un incident. On a des pannes sur toutes les missions. Toutes les missions spatiales, il y a des choses qui tombent en panne. C'est très très complexe un vaisseau spatial et il y a forcément, quand c'est complexe, il y a des pannes. Mais on a des redondances, on a des procédures, etc. Mais les 3 sorties dans l'espace de réparation du télescope spatial Hubble ont toutes duré plus de 8 heures, alors que le scaphandre est conçu pour 6 heures. Donc dès qu'on travaille dehors plus de 6 heures, on empiète sur les réserves. Et là, ça devient un peu tendu quand on arrive à la fin des batteries, de l'oxygène. Par contre, au cours d'une carrière, ce qui est probablement le plus difficile à supporter, c'est des accidents mortels, notamment du côté américain, la navette Challenger en 1986 et Columbia en 2003, qui ne sont pas des coups de malchance, mais des erreurs de management. On a décidé de lancer en acceptant de violer des exigences techniques qui pourtant avaient été définies par des ingénieurs pour de bonnes raisons et qui avaient prédit ce qui allait se passer. Et ce qui s'est passé, c'est ce que les experts avaient prédit. Après coup, on se dit, mais pourquoi on ne les a pas écoutés? Et ça fait mal, quoi. Mais on n'a jamais perdu, encore une fois, d'astronautes en orbite, parce que le système est bien organisé. Par contre, bon, c'est un excès de complaisance du management, quoi. Dans lequel il y a des astronautes, hein. Alors, dans 5 minutes, on va se quitter déjà. Alors, s'il y a encore une question, c'est le moment. Sinon, moi, j'en ai une. Monsieur, alors je viens jusqu'à vous. Pardon, excusez-moi. Bonjour, merci à vous deux. Vous avez parlé beaucoup de collectif et de confiance dans les deux cas. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au sol pour renforcer le collectif et augmenter la confiance entre vous, donc en fonction de si vous êtes patrouille de France ou astronaute, parce que ça peut servir à tout le monde dans la vie de tous les jours. Merci. Alors, dans le cas des astronautes, c'est assez simple. La sélection, elle s'étale sur 1 an, 1 an et demi. Il y a 6 ou 7 étapes qui durent chacune 1, 2 jours. Et il y a plusieurs étapes psychologiques qui fait que vous êtes sélectionné que si on a bien vérifié que votre comportement, votre caractère, votre personnalité, qui est peut-être excellente pour certains jobs, autre job peut ne pas être valable pour ce job, on vérifie que vous êtes fait pour ce type de travail qui nécessite le collectif. Donc une fois que vous êtes sélectionné, en principe, il n'y a pas à faire quelque chose pour le développer encore plus. La preuve, c'est que on a connu des conflits majeurs au début de l'astronautique. Dans la station Salyut, dans Mir, il y a eu des conflits majeurs entre astronautes en orbite. Mais depuis 23 ans que la station spatiale est habitée en continu, on n'a pas connu de conflits majeurs interpersonnels. Ça veut dire et en plus, on compose les équipages en prenant en compte la compatibilité des personnalités, ce qu'on ne faisait pas avant. Voilà, donc c'est...
Et à la Patrouille de France, il y a toute cette phase hivernale où on s'entraîne. Donc l'équipe est constituée et commence son travail au mois d'octobre pour être prête au mois de mai. Il y a beaucoup de vols, évidemment. Il y a 150 vols d'entraînement hivernal à effectuer. Et ensuite, autour des vols, on construit des séances de sport collectif. On construit aussi des moments d'échange, des moments où on essaye de s'extraire un peu du vol au quotidien. Je pense par exemple à un stage de survie en montagne qu'on effectue aussi tous ensemble. Et en été, le collectif est déjà créé, mais il faut le maintenir. Et en été, je pense que ça passe essentiellement par le dialogue. On a à la fin de chacun de nos vols, notamment, on a une phase de débriefing où on va regarder la vidéo pour essayer d'améliorer, pour continuer à améliorer la démonstration. Mais on a surtout une phase d'échange qui se fait à huis clos où on est tous les 9 et on se dit absolument tout. Donc s'il y a quelque chose qui nous a embêtés, qui nous a dérangés, on va le dire avec les formes, avec plus ou moins d'engagement émotionnel. Mais en tout cas, l'idée c'est de ressortir de cette salle en ayant tous les mêmes, en ayant partagé ses idées, pas forcément en ayant imposé ses idées aux autres, mais au moins en les ayant partagées. C'est aussi le rôle clé du leader de faire en sorte que tous ses équipiers se parlent et qu'il n'y ait pas de crispation au sein de l'équipe. Alors j'ai oublié un truc en fait le plus important qui fait une grande différence parce que leur entraînement à leur adresse, ça ne peut être fait qu'en vrai. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait des simulateurs, vous avez 8 simulateurs. Nous, avant une mission spatiale, on s'entraîne pendant 1 an et demi ensemble dans des simulateurs à haute fidélité. Il y a les mêmes 1000 interrupteurs dans le cockpit connectés au centre de contrôle. Et ces séances d'entraînement contribuent à créer le collectif. Très important, l'entraînement dans le simulateur. Je vais vous garder encore 3 minutes avec une question pour chacun. Aurélien Declercq, il se passe quand même quelque chose d'étonnant dans le monde de l'aérien. Parce que pour créer du collectif, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes à bord de ces avions. Et là, j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de personnes à bord. Je veux dire, par exemple, que les gros Airbus, 2 pilotes, enfin un pilote et un copilote, peut-être on parle d'avions, de gros porteurs qui seraient pilotés par une seule personne. Donc on voit le pilote et on voit les drones de plus en plus, comment dire, Patrouille de France sans pilote, c'est ça que tu veux dire? Je ne sais pas, je pose la question. Vous iriez les voir ou pas? Une patrouille de 8 drones qui évoluent ensemble. J'irais les voir, mais j'aurais encore envie d'aller voir la patrouille de France aussi, quoi. Je ne sais pas si vous iriez les voir. Je pense qu'une vidéo suffirait et je pense que ce qui fait la force et la beauté aussi de la Patrouille de France, quand vous regardez la Patrouille de France, c'est de savoir qu'il y a des hommes et des femmes dans les avions, mais également derrière pour le travail au sol. Et c'est cette cohésion et c'est ce collectif que je pense vous applaudissez à la fin de chaque démonstration. Alors il y a un autre avion qui est en train d'arriver, c'est le NGF, le futur Rafale, enfin pardon, le futur avion chasseur qui est créé en coopération, le NGF, mais qui fait partie d'un système plus vaste qu'on appelle le SCAF. Et ce SCAF, donc on va avoir le NGF, le chasseur, et puis on va avoir des drones avec. Alors là aussi une espèce de sens du collectif, du pilote, avec des drones autour de lui. Exactement, l'union faisant la force, l'objectif, ce qui est recherché par l'industrie française et européenne, c'est cette capacité d'avoir un avion de chasse, un centre de décision au milieu d'un système vraiment beaucoup plus élaboré, avec des drones, avec des communications au sol, avec des soldats numériques également. Enfin, en tout cas, même on peut aller chercher des exosquelettes, une capacité à utiliser les technologies pour intégrer. Et encore une fois, je viens de mentionner plein d'éléments et c'est cette union et c'est cette force, le fait de rassembler tous ces éléments qui sera la force aussi du futur. Et alors vous, Jean-François Clairvoy, pour qu'il y ait du collectif, il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait des femmes dans l'espace. Et j'ai l'impression que l'homme et la femme dans l'espace, c'est un peu le vent en poupe en ce moment. On va voir la mission Artemis, donc on va avoir des installations. La sœur jumelle d'Apollon. Voilà, Artemis. Exactement. On va aller installer des hommes et des femmes de façon permanente sur la Lune. C'est la mission Artemis de la NASA avec notamment l'Agence spatiale européenne, la France, etc. On a les Chinois qui veulent avoir une station orbitale. Non, alors la station chinoise... Oui, qui existe bien sûr. Elle est habitée en continu depuis 2 ans. Et ils veulent aller sur la Lune aussi. Oui. Les Indiens aussi veulent leur station orbitale. On a maintenant même l'Agence spatiale européenne qui a envie d'avoir de l'homme... Ça a le vent en pouf. Là, le vol habité en ce moment et enfin, on a envie d'avoir notre propre autonomie de transport d'astronautes. Alors, c'est l'occasion de vous évoquer le prix, parce que beaucoup de personnes pensent que ça coûte très cher.
la contribution des pays européens au vol habité, à nos programmes d'astronautes, de vol dans la station, c'est de l'ordre de 1 euro par habitant par an. Alors, pour vous permettre une comparaison, parce que ça ne vous parle pas peut-être beaucoup, la part du budget de l'État dédiée à l'éducation nationale, c'est 1 000 euros par habitant par an. Voilà. Donc, 1 euro par habitant par an, on a des astronautes. Si vous rajoutez juste 1 euro de plus, dans 5-6 ans, on a notre capsule qui décolle de Kourou depuis Ariane 6. Voilà, sur une Ariane 6. Incroyable. Aurélien Declercq, on vous retrouve à 14h45, juste au-dessus de nos têtes. Exactement. Soyez nombreux. Et si je peux avoir un dernier petit mot, je vous regarde, vous, les plus jeunes. Croyez en vos rêves. Allez au bout. On va toujours vous dire que c'est difficile et que ça demande du travail. Oui, pour réaliser ses rêves, il faut travailler, il faut se donner à fond. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est d'aller au bout de ses idées, au bout de ses convictions. Donc la balle est entre vos mains. Et Jean-François Clairvoy, on va dire au revoir à Jean-François Clairvoy. Pas de nouveaux vols prévus à 14h45 ou plus tard. Alors j'ai un collègue de promo NASA, du groupe 14, qui a mon âge. Eh bien, c'est le premier astronaute professionnel privé embauché par Axiom pour accompagner des privés vers l'ISS. Donc, si je vole au même âge qu'avait John Glenn quand il a fait son 2e vol, ça m'amène en 2036. Donc, j'ai toujours espoir. Et il n'a pas renoncé. Merci infiniment, messieurs. Aurélien Declercq, Jean-François Clairvoy, merci à tous les deux. Et puis quant à nous, on se retrouve demain. Il y a encore énormément de choses qui se passent demain.